Chère assistance, je vous remercie pour votre patience. Soyez encore un peu plus indulgents avec nous. Donc, sans transition, on passe au symposium, sponsorisé par les laboratoires Amgen, qui sera fait par professeur Nazi et qui va nous parler de la nouvelle thérapie dans le traitement de la dyslipidémie. Merci. Merci, docteur Chami. Donc, je vais essayer d'être plus rapide parce que les gens commencent à avoir de l'hypoglycémie. Donc, cette nouvelle thérapie a été inventée. Pourquoi? Parce que les taux de réduction du LDL cholestérol dans les différentes études montraient que ce soit en prévention primaire, secondaire ou chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, on voyait que la baisse n'était pas suffisante pour combattre la maladie coronaire. Donc, malgré la diminution du risque de cardiovasculaire par maladie coronaire de 20%. Donc, cette nouvelle thérapeutique est destinée à qui? Elle est destinée quand le LDL cible n'est pas atteint, en particulier dans les hypercholestérolémies familiales, qu'ils soient homozygotes ou hétérozygotes, en cas d'intolérance aux statines, comme le cas qu'on avait vu hier. Donc, ça aurait été un bon cas pour cette nouvelle thérapie. Et quand le but n'est pas atteint pour le LDL à des doses tolérées par statine. En plus, il y a un autre problème, c'est le problème du risque résiduel. Donc, malgré les thérapeutiques instaurées et les fortes doses de statine, il y a toujours un risque résiduel. Donc, ceci est dû à d'autres facteurs, bien sûr, intercurrents, en particulier l'inflammation, les triglycérides, l'HDL cholestérol, etc. Donc, il y a plusieurs cibles. Et comme vous le voyez sur cet histogramme, il y a une grande population où le risque résiduel est très important. Donc, vous voyez en millions combien, donc que ce soit chez les sujets à très haut risque cardiovasculaire, en particulier diabétique, que ce soit en cas de maladie coronaire ou que ce soit dans les dyslipidémies familiales. Donc, il y a toujours un risque cardiovasculaire qui est très élevé parce que le LDL cible n'est pas atteint. Et vous voyez, ce risque a été estimé dans les différentes études et avec les différents produits de statine, est estimé aux alentours de 70%. Donc, ce qui justifie de nouvelles voies thérapeutiques pour combattre ce LDL cholestérol. La même chose ici, vous voyez les différentes études, que ce soit en prévention primaire ou secondaire ou chez les sujets à très haut risque cardiovasculaire, donc où le risque résiduel est important et dépasse les 50%. Donc ça complique un peu la situation puisqu'il n'y a pas que le LDL, malgré on essaye de combattre ce fameux LDL qui est le plus pourvoyeur de maladies coronaires, mais vous voyez qu'il y en a des centaines, donc il y a plus de 200 facteurs de risque cardiovasculaire, mais essayer de combattre déjà le LDL serait une bonne chose et améliorera le pronostic. Donc les nouveaux thérapeutiques visent soit c'est les inhibiteurs de la CTP, les drogues contre l'inflammation, la réduction des triglycérides et combattre l'obésité et le diabète. Donc, de quelle drogue on a besoin? Donc, il y a plusieurs classes thérapeutiques pour essayer d'améliorer ce profil lipidique, mais entre ces différentes classes, la nouvelle thérapeutique, c'est les PCSK9 inhibitors, et les etimib améliorent le taux d'HDL, mais les autres, deux autres ont été retirés du marché en raison des effets secondaires, en particulier hépatiques. Donc la bataille reste entre les trois. Donc celui qui va gagner, c'est celui où, en fonction de la prise de ce médicament, sous-cutané ou bien par voie orale, chaque jour ou bien une fois par mois par exemple, l'effet sur les lipoprotéines athérogéniques et le temps qui découle pour l'efficacité thérapeutique ainsi que le prix. Donc les inhibiteurs de PCSK9 semblent la meilleure solution dans ces conditions-là. Et vous voyez que chez les patients qui sont traités, et chez qui on n'arrive pas
à un niveau cible de LDL cholestérol, vous voyez que ces inhibiteurs donc, ont un bénéfice très important quand il s'agit des patients chez qui on n'arrive pas à avoir un LDL très bas. Donc chez les patients où la baisse est modérée, aux alentours de 40%, le risque est encore là. Le bénéfice de ces inhibiteurs est persistant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette PCSK9? Donc, c'est une proprotéine convertase sublistine type 9. Donc, il y a 9 protéines et celle qui est incriminée dans l'hétérogénèse, donc c'est cette proprotéine 9. Et la première, donc, elle est incriminée dans l'insulinorésistance. Donc, c'est celle-là qui est très importante. Elle est exprimée au niveau des hépatocytes et au niveau de l'intestin et elle est détruite au niveau du foie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette protéine? C'est un irréversible ligand pour le LDL récepteur, donc comme on va le voir. Est-ce qu'il a un rôle dans le métabolisme lipidique? Donc, cette protéine-là augmente le taux du cholestérol LDL dans la circulation et par ce biais-là, donc, il va entraîner une athérosclérose accélérée. Son rôle dans la cardiologie a été confirmé par les différentes études qu'on va voir tout à l'heure en résumé. Donc, et vous voyez là donc, le principe ou bien la physiopathologie de ce PCSK, donc vous l'avez ici. Donc, il va s'attacher à la particule LDL au niveau du récepteur LDL. Donc, il va être par endocytose rentré à l'intérieur de l'hépatocyte. Donc, à ce niveau-là, donc il va se scinder pour que le LDL soit détruit. Et puis, bien sûr, il y a un recyclage du récepteur LDL pour recevoir d'autres particules LDL et par ce biais-là, donc il va diminuer le taux du LDL cholestérol circulant. Donc vous voyez, donc, quand ce PCSK donc, est produit d'une façon très intense dans la circulation, il se lie donc, à ce ligand et il va être phagocyté, donc les deux vont être dégradés. Donc, et par ce biais-là, il n'y aura pas de régénération de récepteurs LDL. Donc, il y a plus de LDL circulant et moins de récepteurs. Donc, l'action de ces inhibiteurs de PCSK, donc c'est à ce niveau, donc ils se lient à cette protéine et par ce biais-là, donc il y aura une régénération, un recyclage des récepteurs LDL, donc ils vont encore absorber des LDL circulants. Donc vous voyez donc cette protéine, donc qui va se lier donc à la particule LDL au niveau du récepteur LDL. Donc après, il va par phénomène d'endocytose, donc va rentrer dans la cellule. Donc une fois rentré dans la cellule, donc il va se dégrader. Il va se scinder donc en deux, donc avec une libération, avec une dégradation de la particule LDL et puis une migration du récepteur LDL au niveau de la surface des hépatocytes pour encore prendre encore davantage des particules LDL. Ainsi, donc, le taux du LDL cholestérol va être très bas au niveau de la circulation parce que la majorité a été phagocytée au niveau de l'hépatocyte. Donc, et vous voyez un peu quand cette protéine est très importante et très élevée dans la circulation, elle produit une dégradation des deux. Donc, et finalement, on a moins de récepteurs LDL, donc plus de cholestérol qui va circuler au niveau de la circulation. Et c'est le facteur important pour l'athérogénèse au niveau, en particulier, des coronaires. Donc, sur les études qui ont été réalisées, donc on avait démontré que la présence de ce PCSK9, de cette proprotéine, entraîne moins de récepteurs LDL et par ce biais donc, augmente le taux de LDL dans le plasma. Et en son absence, donc on a plus de récepteurs LDL, donc moins de LDL qui circulent au niveau plasmatique.
donc moins d'athérosclérose. Donc, et ceci est dû aux efforts des scientifiques, donc, avec la découverte du PCSK donc, qui a été réalisé en 2003. Donc, et puis après, donc, il fallait environ 10 ans pour que cette molécule-là soit découverte et utilisée chez l'homme, donc en 2014. Alors, donc, les sociétés savantes, l'ESC et les sociétés savantes canadiennes, etc., donc, ont émis des recommandations pour l'indication de ces nouvelles thérapeutiques. Donc, ces thérapeutiques peuvent être utilisées donc, chez les patients avec des syndromes, avec une athérosclérose confirmée, avec des LDL qui restent supérieurs à 100 mg ou non HDL supérieurs à 130 mg, alors qu'ils sont sous traitement maximal par statine plus ou moins ezetimibe, dans les formes hétérozygotes d'hypercholestérolémie familiale, quand le LDL reste toujours supérieur à 130 mg ou non HDL supérieur à 160 mg. Ils peuvent être également utilisés chez les patients à très haut risque cardiovasculaire. Donc, quand on a des LDL cholestérol supérieurs à 70 mg ou le non HDL supérieur à 100 mg. Cette utilisation a été étendue également aux patients à très haut risque cardiovasculaire et qui n'ont pas toléré les statines. Donc, c'est une bonne issue pour faire face donc, à cette athérogénèse. Et comme j'ai emprunté une plaque de M. Rosenbaum qui montre un peu que cette prévalence d'intolérance est aux alentours de 10%. Donc, si vous ajoutez les hypercholestérolémies familiales, les hétérogènes, et hétérozygotes et homozygotes, donc le taux sera non négligeable pour prendre en charge ces patients. Donc, ces inhibiteurs ont été testés sur les modèles animaux. Donc, je passe très vite, puisque donc, chez les malades qui présentent donc, une surexpression de CPCSK, on a le taux de cholestérol qui est 5 à 15 fois la valeur normale. Et il n'y a pas de cette mutation, donc il y a moins de 80% qui ont des taux de cholestérol bas et moins de 40% pour les LDL, donc moins d'athérosclérose. Qu'en est-il donc chez l'homme? Donc chez l'homme, la même chose. Quand on a un gain de fonction de ces récepteurs PCSK9, donc vous voyez, il y a une affinité des LDL qui peut aller de 6 à 30 fois. Donc, avec des taux de LDL cholestérol qui sont très élevés, plus de 4 grammes, et ils sont génératrices d'une athérosclérose précoce. En cas de perte de cette fonction, donc il y a moins de 40% de LDL cholestérol et une réduction des événements cardiovasculaires de 30% et qui s'étend sur 15 ans pratiquement, avec des taux de 88%. Donc vous voyez un peu donc, la distribution du LDL donc, chez les patients qui sont porteurs d'une mutation en PCSK9 et les autres. Donc on voit qu'il y a une distribution qui est différente en fonction de la présence ou non de la mutation au niveau de ce PCSK. Donc, et ceci entraîne une perte quand il y a une mutation de ce PCSK9, donc on a une baisse importante de la mortalité cardiovasculaire. Donc cette baisse, quand il est plus de 21 mg par décilitre, il entraîne moins d'événements cardiovasculaires avec des taux qui peuvent atteindre environ 50%. Alors, quelles sont les études? Je passe brièvement sur les différentes études qui ont été réalisées dans ce sens-là avec l'évolucumab. Donc, il y a d'autres qui ont été faites avec l'alirocumab. Et il y a 4 types d'études. Donc, les premières études qui concernent tout d'abord le profil lipidique. Donc, c'est-à-dire le but, c'était d'améliorer le profil lipidique, de diminuer donc, le taux du LDL cholestérol. Donc, en monothérapie, c'est MENDEL2. Chez les sujets intolérants aux statines, c'est l'étude GOS. Et chez l'efficacité donc à long terme de ces molécules-là, c'est Descartes. Et sur le LDL cholestérol non cible, donc c'est Laplace 2. Et Rutherford également pour les hypercholestérolémies familiales. Après, donc c'était problème de safety donc, qui a été entamé par l'étude Osler. Et finalement, donc, il y a une étude
Glagov, donc, qui étudie l'effet de ces médicaments-là au niveau de l'athérosclérose coronarienne en utilisant l'IVUS. Et finalement, donc, il y a la dernière étude qui est en cours, donc, et qui se terminera en Fourier en particulier, qui se terminera en 2018 et qui va nous montrer son effet sur la morbimortalité sur les MACE. Donc, les deux premières études, donc c'était SLA et TUSIG, donc qui ont été utilisées donc, dans les hypercholestérolémies familiales homozygotes. Donc, on a déjà dès la 12e semaine une baisse très importante dans le groupe traité par evolocumab, avec une baisse de 23% du LDL cholestérol. Donc, c'est une baisse assez précoce. Et puis là, donc, c'est l'étude TUSIG, donc, qui a été menée sur 48 semaines, avec une hétérogénéité au niveau génétique, au niveau des mutations, au niveau de ce PCSK9, de ces allèles. Et ceci a conclu à une baisse de 20 à 25% du LDL cholestérol, et il a été évalué donc, sur des études qui dépassaient les 6 mois. Le deuxième type d'étude qui a été utilisé, c'est l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc, c'est Rutherford et Discard. Dans cette hypercholestérolémie familiale hétérozygote, donc, il y a une baisse assez importante de 60% du taux de LDL. Donc, une baisse remarquable par rapport aux autres molécules hypolipémiantes. Donc, et ceci a été maintenu donc, jusqu'à la 12e semaine. Donc, vous voyez, comparativement au placebo et comparativement aux autres, le LDL, donc, il y a une baisse qui se maintenait avec le temps jusqu'à la 52e semaine, donc, dans l'étude Descartes. Donc, on a une différence par rapport au placebo de 57%. Donc là, vous voyez les taux de LDL moins de 70 mg. Donc, on arrivait à la cible thérapeutique envisagée, donc à 82% environ dans le total, même chez les patients qui sont traités, que ce soit avec des faibles doses de statine ou des fortes doses de statine. Donc cette action ne se limite pas uniquement au LDL cholestérol, mais on remarque qu'il y a une diminution des ApoB de 42%, une augmentation des HDL de 6% et une diminution de la lipoprotéine de 28%, donc d'un tiers pratiquement, et des ApoA, une élévation de 2%. Donc, un effet aussi très important, c'est que ces inhibiteurs-là entraînent également une baisse. Il y a une production importante de PCSK9, en particulier dans ces formes-là, hétérozygotes ou homozygotes familiales, avec une élévation parallèle de l'hypoprotéine A. Donc, comme vous le savez, donc, cette particule est très hétérogène. Et donc, quand on donne des inhibiteurs de PCSK, on note qu'il y a une diminution nette de la lipoprotéine A, donc cet effet donc, est très bénéfique pour le profil athérogénique du patient. Donc il y a une réduction avec ces études-là du LDL cholestérol de 50 à 65% en moyenne, et également il est accompagné d'une baisse de 30% environ de la lipoprotéine A. Donc, chez les patients intolérants aux statines, c'est l'étude GOS qui a permis, après des périodes de washout et après des période où on a donné un crossover, la torvastatine ou le placebo, donc on a remarqué donc, que les symptômes sous atorvastatine, il y a des plaintes au niveau musculaire de 42%. Donc, c'est des sujets qui sont intolérants, bien sûr, aux statines. Donc, alors qu'avec les nouveaux médicaments, il y a moins. Donc, comme on va le voir, donc vous avez des myalgies et le taux de créatine qui est négligeable, son élévation, ainsi que les douleurs musculaires qui sont également à très faibles. Donc, il n'y a pas de différence significative concernant donc, cette molécule nouvelle pour des effets secondaires, en particulier au niveau musculaire. Donc, ça serait une bonne alternance quand on a une intolérance aux statines. La même chose, donc les autres effets secondaires donc, ont été énumérés ici, donc, mais il n'y a pas d'éléments sérieux. Donc, soit 6% rapportent des myalgies donc, qui ne sont pas à un stade de myopathie ou de rhabdomyolyse.
Donc certains effets secondaires, mais jusqu'à maintenant, donc c'est des effets qui ne sont pas significatifs, en particulier sur le plan cognitif, et des arthralgies, des céphalées, des douleurs au niveau musculaire, au niveau des membres, et une fatigabilité. Donc ces études ont montré que les sujets qui sont intolérants aux statines peuvent être une meilleure indication pour ces inhibiteurs de PCSK9, et que, associé à cette tolérance, à cette bonne tolérance, donc il y a bien sûr une réduction du taux du LDL cholestérol, et les événements donc liés à ces nouvelles molécules donc est très basse par rapport aux statines. Donc si on peut conclure, on peut dire que ces inhibiteurs de PCSK9 sont tunaires de post-statine, donc c'est une nouvelle génération, peut être considérée comme une troisième génération des drogues polylipidémiques. Elle est accompagnée d'un bon profil de tolérance et d'efficacité également. Donc, il peut intéresser des populations spécifiques, en particulier les hypercholestérolémies familiales ainsi que les intolérants statines ou les sujets à très haut risque, là où on n'arrive pas à avoir un LDL cible, et que la réduction du LDL donc, peut atteindre 70%. Donc, en attendant les nouvelles de deux études qui sont très importantes, en particulier Fourier, qui va nous montrer que cette molécule-là a un effet positif donc, sur la mortalité et sur les événements cardiovasculaires, en particulier l'infarctus long instable, et Bengos, donc, qui va se cibler donc, sur l'aspect cognitif, ou bien c'est-à-dire études cognitives de ces patients sur cette nouvelle molécule. Donc là, c'est le design de l'étude Fourier, avec les autres en cours aussi. Donc, et on peut conclure également que ces inhibiteurs-là sont des agents prometteurs donc, pour l'avenir, pour le traitement de dyslipidémie dans le futur, parce qu'ils entraînent une diminution très importante des LDL cholestérol, avec associé ou non aux statines. Donc, on peut avoir des multiples pour ce genre de patients, qui sont en particulier les hypercholestérolémies familiales résistantes. Donc, ce traitement donc, est un traitement qui est bien toléré et les safe, donc, et reste le prix à débattre donc, après. Merci beaucoup.